Eran tres. Tunggu sini. Bonne fin d'après-midi à tous, soyez les bienvenus à l'émission. 6e semaine de course. Vous savez que ça leur prend toujours une très grande énergie pour tourner un sujet et aussi pour nous le faire parvenir. Une semaine de course, ça peut ressembler à peu près à ceci. Arriver à l'aéroport, il faut passer les douanes et récupérer les bagages. Ensuite, trouver un sujet, trouver le contact, obtenir les autorisations, des fois retenir les services d'un interprète. Si le sujet est tourné à l'extérieur de la ville, trouver un moyen de transport, autobus, train, taxi-brousse, avion, et j'en passe. Il y a le film qui doit se faire, ensuite ils nous donnent leur indication sur papier, ce qui prend un temps fou, les indications de montage, et ils nous font parvenir ça par compagnie de transport. Alors ça donne à peu près ceci, 8 enveloppes pour 8 candidats. J'en ouvre une, celle de Sofia Borovchik par exemple. Alors attention au bruit. Et voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans un premier temps? L'essentiel, ce sont les 2 cassettes 30 minutes, 2 cassettes sur lesquelles on retrouve, ils peuvent utiliser 40 minutes pour le visuel et le reste pour le commentaire. Il y a maintenant aussi les images qu'ils ont tournées. Alors, dans un premier temps, ce qu'on a, c'est les images qu'ils ont tournées, dans quel ordre ça a été fait et la durée de chaque image. Et ensuite, c'est le plan de montage, c'est-à-dire dans quel ordre ils veulent retrouver ces images. Alors, c'est comme ça pendant à peu près 15 pages, 20 pages, 10 pages, ça dépend de chaque sujet, avec donc ces images, leurs commentaires et le son ambiant ou la musique. La musique, eh bien, ils l'ont choisie avant de partir. Toute la musique de nos candidats se retrouve dans ce grand cartable et la musique de Sofia est ici sur ces cassettes. Ils doivent aussi prendre des photos, 20 poses par semaine. 2-3 photos d'eux et le reste du paysage autour. Tout ça pour un film donc par semaine, évalué, je vous le rappelle, en fonction de critères bien précis. Il y a tout d'abord le traitement, il y a la qualité de l'image et de la bande sonore, il y a aussi le commentaire et, bien sûr, l'appréciation personnelle des juges qui sont cette semaine. Marc Caillé, bonjour. Christiane Charette, bonjour. Et Daniel Pinard. Bonjour, allô Daniel. Alors on commence aujourd'hui avec Madame Lambert. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort, 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 à la vie, à la... Sophie est toujours en Union soviétique. Elle a quitté Moscou pour Leningrad, rebaptisé Saint-Pétersbourg. On s'appellera qu'à Moscou, elle habitait chez Pierre Mainville, caméraman de Radio-Canada, et Ginette Quentin. À Saint-Pétersbourg, elle est seule, donc davantage en contact avec la réalité soviétique. Elle trouve ça dur, elle trouve ça gris, elle qui est habituée à danser et à chanter pour un rien. Elle nous a dit, ça se fait pas de déconner sur les rues là-bas. 70 ans à vivre dans la crainte, 70 ans à se surveiller, ça laisse des marques. Alors, on regarde ton sujet. Bon, ok, attends, je réfléchis. Bon, comment commence l'histoire? Elle commence avec mon histoire. Qui est laquelle? Voyons, Sophie, c'est l'histoire de Pierre Ier, l'histoire de Pierre le Grand. Tu es fier, Pierre. Je sais, hein, je suis digne aussi. C'est vrai que tu es un passionné? Oui, un passionné du progrès. C'est qu'il fallait européaniser le pays. C'est pourquoi j'ai fondé la ville. Ta ville. Saint-Pétersbourg. J'ai fait appel aux plus grands architectes. J'ai fait monter des parois de pierre. Et tu sais, on n'avait pas le droit de construire avec de la pierre. Je sais. Mais tu étais un visionnaire. Je voulais une œuvre parfaite, une chorégraphie de la perspective, une ville. Ta ville. Et tu as vu ce qu'ils en ont fait? C'est qu'il faut travailler, il faut entretenir, il faut s'acharner, veiller à ce que rien ne dépérisse. Il faut tenter de contrer l'attirance vers un sol puissant de gravité, pour se tenir droit, pour être solide, pour que les rides ne s'enfouissent pas trop rapidement au fond de l'épiderme. Montre-moi. D'accord. Mais tu me trouveras mon deuxième ange, promis? Promis. Ville édifiée sur les abords de la Neva, Pierre le Grand la voulait maîtresse séductrice. 300 ans plus tard, 300 ans plus tôt,
Une marche démesurée s'est prise entre les deux, et c'est celle de l'encrassement sous le temps. Un temps d'oubli, où la démangeaison corrompt l'esthétisme. La ville de pierre s'écrase lentement. Les briques sont froides, les pierres s'émiettent. La ville décrépite. Tu es triste, Pierre. Que veux-tu? Mes murs s'enlisent dans un sol marécageux. Ma Pétersbourg pleure sa peine en se noyant dans une vase épaisse. Mais que faut-il faire? Tu me poses la question sérieusement? Il faut restaurer. Mais j'ai vu les échafaudages grimper le long des parois. C'est qui vont le faire, Pierre, c'est qui vont le faire. Et toi, tu as trouvé mon deuxième ange? Celui qui voltige du haut de ma flèche lorsque le vent se prend dans ses ailes? Non, je ne l'ai pas encore trouvé. Tu vois, ces échafaudages sont comme mon ange qu'ils ont descendu dans le dessein de l'embellir. Ils descendent l'ange, ils montent les échafaudages et puis plus rien. L'ange n'est plus revu, les échafaudages s'oxydent, de simples intentions futiles. C'est que la ville s'avarie. Mais j'ai vu quelques églises reprendre vie. Regarde, demande à Natacha, elle est de ton temps, elle te le dira. Церквей и соборов пришли в ветхость, поскольку были лишены своей духовной наполненности, и теперь нуждаются в очень больших средствах для реставрации, которых нет у города. Богатейшей историей, традициями культурного наследия, и поэтому дать ему погибнуть мы просто не вправе. Et de ces murs qui s'enlisent, de ces structures qui se détériorent, le peu de reconstruction qu'on leur offre équivaut à un maquillage superficiel. Il faut puiser plus loin. Il faut soulever les épaisseurs de glaise qui composent le sol pour remodeler les structures de base. Mais pourquoi on s'est rendu jusque-là? Parce que d'une époque qui prenait l'aristocratie, on est passé à celle de la mise en valeur du prolétariat. Et de cette dernière, on a voulu éliminer toute trace se rattachant à un sens esthétique, pour uniformiser. 70 ans plus tard, dû à une négligence générale, ma Pétersbourg est décadente et mon ange a disparu. Et pourquoi l'histoire trépigne? Pourquoi cherche-t-on continuellement à restaurer? Pourquoi vouloir cristalliser le passé comme s'il n'y avait que lui qui existe? 300 ans plus tard, 300 ans plus tôt, pourquoi l'histoire tient à se répéter? Ne sais-tu pas qu'il faut assurer sa trace, marquer le temps, tangibiliser et matérialiser l'histoire? Et Pierre, promesse faite, promesse tenue. J'ai trouvé l'ange. Où est-il? Il faudra attendre, je crois. Il faudra attendre. Mais où tu vas? Je pars Pour aller où? pour ne plus voir. Et tu reviendras? Je reviendrai. La tragédie d'un fantôme de Sophie Lambert. Allons voir ce qu'en pense Marc Caillé tout d'abord. Marc? Je dis que ça commence très bien cette semaine. On savait que Sophie était capable de s'approcher des gens, avait une capacité de s'approcher des gens, mais là, on apprend en plus qu'elle peut pratiquement s'en passer. Elle a fait un travail de commentaire sur le dialogue, moi, qui me dépasse, m'étonne beaucoup, qui est très fort. Il y a une simplicité riche là-dedans, une exaltation de la liberté à travers un danseur, d'une énergie retrouvée. Il y a un sens critique également, en tout cas, à tous les niveaux, j'ai aimé ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, j'ai trouvé ça très beau, très intelligent. D'abord, elle a son lien, son fil conducteur, qui est la danse. Ça, c'est très personnel à elle. Oui. Elle arrive à nous montrer sa vision de Saint-Pétersbourg et en même temps à faire un portrait de Saint-Pétersbourg. Il y a son dialogue des pieds, son dialogue des voix. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Et il y a souvent une distance entre le propos et les images qui donne encore plus de sens, à un troisième niveau de sens au film qui est vraiment très bon. Et puis, quant à la photographie, alors là, chapeau, c'est vraiment très, très beau. C'est une d'auteur. Oui, absolument. Daniel? Ce qui me fascine chez elle depuis le début, d'ailleurs, c'est l'art du plan fixe. On a tendance à penser que pour faire les bonnes images, il faut que ça bouge beaucoup. Ouais. Et alors, si la caméra bouge, mais il n'y a rien qui bouge devant la caméra, alors qu'elle, au contraire, organise comme une scénographie dans laquelle entrent et sortent les personnages. Elle annonce déjà au départ ce qu'elle va nous dire. Le premier plan était génial, je trouve, ce grand espace avec une lumière qui coupe en deux, et on a quand même la même chose devant que derrière. Et ce rappel qu'il faut exorciser le passé me semble fondamental, et on le dit toujours depuis le début de la course. Et on dit quelle note là-dessus? 19. 19. 19. 19. 19. 19. Bon, Mais c'est un très beau film. 57 pour la tragédie d'un fantôme, Sophie Lambert.
Louis Perpignan-Huard. Eh bien, après son sujet, dis-je bien, tourné en Côte d'Ivoire, il était en relâche la semaine dernière, mais en fait, il a quitté Abidjan et après avoir fait escale à Nairobi au Kenya, à Addis Abeba en Éthiopie et à Bombay, il s'est retrouvé à New Delhi, capitale de l'Inde. 3 jours d'avion. Alors, il est arrivé complètement crevé. Mais heureusement, la famille du Guet-Pelletier l'attendait. Cette même famille québécoise avait accueilli l'an dernier presque tous les concurrents de la course et ça semble reparti aussi pour cette année. Enfin, toujours est-il que Louis avait l'intention de monter au Ladakh. C'est une région de culture tibétaine située au cœur des Himalayas. Il a raté son avion. Et ce qui est pire, c'est qu'il a perdu son chargeur de piles. Il s'en est acheté un autre qui s'est brisé peu de temps après. Et comme il n'a aucune avance, il nous présente aujourd'hui un sujet qu'il a tourné l'été dernier pour les sélections. Cette semaine, je suis allé au Vieux-Montréal. Pas le Vieux-Montréal des calèches et des touristes américains, mais le Vieux-Montréal du 3e millénaire. Paraît-il, dans un des édifices là-bas, il est possible de faire un saut dans le temps. Je suis allé voir qu'est-ce qu'en était. Eh bien, mettez vos lunettes et attachez vos tucs, parce que dans 3 secondes commencera la course de demain. J'ai une vision. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours la tête pleine d'images. Je sais pas comment faire pour arrêter. Ça change toujours. Je comprends pas ce qui m'arrive. Voir le monde comme Pierre le voit, c'est de traduire en quelques équations les traits d'un visage. C'est d'extraire d'un mouvement ou d'un geste l'essence de sa mécanique. D'un pavé, d'une pierre ou d'un mur en bois, on saurait puiser de leur texture une série de chiffres. Voir le monde comme Pierre le voit, c'est connaître la lumière et ses lois. Pierre a toujours été séduit par cet univers de photons qui nous entoure et qui nous envoûte. Du plus loin qu'il se souvienne, il a toujours voulu en refaire un autre, à sa manière. Ici, c'est un studio d'infographie. Les ordinateurs sont donc dédiés à la tâche de créer des images. Chaque ordinateur a des fonctions spécifiques. On pourrait donc dire qu'ils ont des personnalités. On leur a même donné des noms pour les différencier, comme Louis, Jake, Tony, Super Mario. Pour ces ordinateurs tout-puissants, Pierre calque la réalité. Grâce à son crayon dit intelligent, il introduit ce buste dans l'univers tridimensionnel de ceux-ci. Plus tard, il pourra transformer cette tête comme il désire et la projeter dans un avenir virtuel ou la faire participer dans un de ses rêves mathématiques. Dans le cas d'une brique, il suffira de passer celle-ci au scanner pour s'approprier à jamais l'âme de sa surface. Les heures investies devant son écran cathodique ne se comptent plus. Même si ses ordinateurs deviennent de plus en plus performants, ça ne change rien. Sa vision, elle, devient plus détaillée, plus complexe, plus élaborée. Pierre passera plus que 8 heures devant son écran sans avoir quitté sa chaise une seule fois. Pourquoi? Parce que je suis plus capable d'arrêter. Avec ses ordinateurs, Pierre a créé un royaume unique en son genre. Si Pierre a mis tant de temps à entrer briques, roches ou colonnes dans la mémoire de ses ordinateurs, c'est pour mieux régner sur son royaume. À sa volonté, il peut détruire cet univers d'électrons pour reconstruire à nouveau, à l'infini. Pierre, avec sa souris en main, est roi et maître. Vous savez que la musique qu'on a entendue est une composition originale de l'un de ses copains, Paul Baraka. Bon, Christiane, ta note tout d'abord. 16. 16. Et pourquoi?
Ah, là, je fais mon commentaire. Alors, je trouve qu'il est très sensuel, qu'il a un plaisir de l'expérimentation. Sensuel parce qu'il nous fait éprouver une sensation physique. Sa caméra bouge, sa caméra tourne, et puis moi, ça m'étourdit un peu. La musique a un certain rythme aussi qui me transporte. Ça, c'est ce que je trouve très bien. Ce que j'ai moins aimé, c'est que j'arrive pas à embarquer dans l'histoire de son personnage, à être intéressée par la démarche de Pierre, et je garde toujours une distance. Alors, je trouve qu'il y a des choses très bonnes formellement, mais que quand à être prise par le propos, il réussit pas. Alors, très bien dans un sens, un peu moins dans l'autre. Ouais. Daniel Tanat? Moi, je lui donne 17. 17, vas-y. Je dois dire que cette caméra vertigineuse me donne plus que le vertige. À un moment donné, je trouve que trop, c'est trop. Cela étant dit, les images sont quand même très... Je ne croyais pas qu'il soit possible d'expliquer sans être trop didactique ce qu'est l'infographie. Ouais. Et j'avoue que je crois, en tout cas, avoir compris. Ça d'abord. Deuxièmement, le rapport qu'on a avec le personnage, qui est cet délirant Jasmin, se construit à mesure. Et à la fin, même si c'est vrai qu'on ne l'a pas trop palpé ou touché ou connu, on se prend à sourire et à dire, bon, c'est un grand fou et tant mieux. Marc Tanat, s'il te plaît. Ben, moi, c'est 17. 17, vas-y. J'ai adoré ça. Moi, par contre, j'ai embarqué dans l'histoire, dans ce personnage-là. J'ai appris à tout le moins, je pense que j'ai compris sa belle folie et sa passion pour ça. Dieu sait qu'il y en a eu des reportages et des trucs sur l'infographie. Ouais. C'est toujours très didactique. Et puis, le degré de difficulté était très élevé dans le choix du sujet. Donc 17 pour un total de 50 pour Vision XYZ de Louis Perpignan-Huard. Les Japonais mangent des algues à tous les repas, puis avec n'importe quoi. Mais pour aller les chercher, c'est pas à porte à côté. Vous vous rappelez sûrement, la semaine dernière, je vous disais que Sophia avait vécu un véritable cauchemar au Brésil. On s'était laissé aux douanes, qui étaient en grève, où on lui avait fait parvenir une autre caméra. Elle se pointe quand même à 7 h du matin. On lui dit « rien à faire ». Et puis là, avec 500 $ américains, peut-être que les choses peuvent s'arranger. Bon, le temps passe, la tension monte, et là, elle éclate. Elle passe dans l'entrepôt, de force, et elle pique une crise épouvantable. Elle leur fait comprendre que la caméra, là, qui est là, de l'autre côté du comptoir, elle la veut, et elle partira pas sans elle. Eh bien, en fin d'après-midi, elle l'avait, à 5 h, c'était correct. Elle part à l'aéroport, elle veut fuir ce pays, malheureusement, elle est en liste d'attente. Mais chez Varig, on se montre compréhensif. Elle prend l'avion, crevée. 24 heures de décollage et d'atterrissage. Et c'est à Tokyo qu'elle apprend par téléphone ses deux premières notes, 37 et 38. Alors là, elle craque. C'est dans ce contexte-là qu'elle a fait le film qu'elle nous présente aujourd'hui. Sans vouloir vous influencer, je vous dirais que c'est plus qu'une chronique de voyage, c'est un film sur l'errance. Je pense que c'est sa façon d'exorciser la course. Bon, là, je pense que ça y est. Je suis vraiment rendue en Asie. Mais ça m'en a pris du temps. Du Brésil au Japon, je savais que la route serait longue. Mais je pensais jamais qu'elle serait aussi longue que ça. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quelque part entre les deux, j'ai comme perdu le fil. Puis ça m'a pris la semaine pour le retrouver. Une semaine complètement absurde. Tellement bizarre que j'avais juste une envie. La raconter. De Rio à Tokyo, je n'ai pas cessé de voler. Je m'arrêtais quelquefois pour que l'avion reprenne son souffle, puis je repartais, aussitôt. De Rio à Tokyo, on m'a volé 2 jours, on m'a volé 13 heures. De Rio à Tokyo, je ne pensais pas. Il n'y avait ni hâte, ni anxiété, ni fatigue. J'attendais. Il n'y avait plus de pays, il n'y avait plus de course, il n'y avait que le ciel, transpercé par un avion fou. 2 jours sans que le soleil ne se couche. 2 jours. Le temps a fui et je n'ai rien senti. Je comptais sur Tokyo pour me faire renaître, Tokyo pour m'étonner, pour me secouer. Espoir déçu. À l'autre bout du monde, mon ventre restait creux. Tokyo la lointaine, Tokyo l'inaccessible. Je t'avais vu 100 fois, je t'avais vu 1000 fois. Cette ville, beaucoup trop occupée à deviner le prochain siècle, ces gens au visage clos qui semblaient tant savoir où ils allaient, alors que moi j'errais, perdu, tout ça m'a fait fuir. Mais avant de me sauver, je voulais enfin voir le soleil se coucher. Il s'est couché sur Tokyo, qui ne faisait toujours rien. Quand il est réapparu, j'étais déjà partie. Je fuyais, je cherchais l'éveil. Il y avait urgence, reprendre l'avion, trouver ce Japon qui me ferait réagir. L'avion m'a déposé au nord, sur l'île d'Hokkaido.
Il ne pouvait pas aller plus loin. Mais il y avait encore la route que j'ai prise et j'ai roulé dans la nuit jusqu'à Niseko. Alors j'ai cru rêver quand au petit matin j'ai vu ce paysage. J'ai eu peur, j'avais trop dormi, j'étais revenue chez moi. 4 jours de voyage pour arriver au bout du monde et j'avais l'impression de me retrouver au Québec. Même automne. Même maison. Niseko, ce n'était pas encore assez loin. Alors, prise de panique, je saute dans un train. Je roule pendant 10 heures. Je vais jusqu'au bout de l'île. À Erimo, là où je vais, il n'y aura plus de route. Il n'y aura que la mer. Et si je n'y trouve toujours rien, je devrai plonger dedans. Je serai alors seule responsable de mon naufrage. Mais à mon arrivée, ils étaient là, eux, les pêcheurs d'algues, si petits au milieu des vagues où ils cueillaient leur nourriture quotidienne, tellement affairés, tellement concentrés. Alors j'ai voulu aller avec eux voir le fond de l'océan, mais ils ont refusé. Ils ont dit que c'était trop dangereux. Que l'été dernier, à vouloir aller trop loin, trop vite, sur leur embarcation trop fragile, 5 hommes s'étaient noyés, inutilement. Alors de Rio à Erimo, après 5 jours de route, j'ai compris que je ne pouvais plus aller plus loin. J'étais rendue au bout de mon Japon, au bout de moi. Vaincue, je me suis assise et les ai observés. Et tout à coup, je me suis vue, grande algue rousse au fond de l'océan, secouée par des vagues trop fortes, extirpée de ses profondeurs. Étendue au soleil brûlant, je ne voulais pas devenir le repas hebdomadaire de quiconque. Coupée en petits morceaux, étiquetée, bouffée tout cru. J'avais l'impression de n'avoir plus rien à offrir et j'avais soudainement envie de donner tout ce qui me restait. Ce sont les Japonais qui m'ont repêché. Ils m'ont ramené sur la route d'où je venais. Et dans mon ventre, jusqu'alors cru, naissait comme un espoir. L'espoir de retrouver mon chemin. Alors Daniel, pour commencer, qu'en penses-tu? J'ai trouvé ça très, très, très beau, très émouvant. C'est un film sur le désarroi, c'est un film sur le voyage, sur la recherche de soi. C'est un film dont le sujet, évidemment, est Sophia elle-même. C'est la première fois où elle a décidé d'exister, pour moi en tout cas, à l'écran, et elle le fait admirablement, plutôt que de faire ce qu'on pourrait appeler du journalisme et faire le tour d'une question. Elle est allée au fond d'elle-même, je lui donne 20. Bravo, 20. Bravo pour Sophia. Marc? Oui, depuis le début, elle se sentait un peu coincée par le temps, probablement, elle le disait elle-même. Ouais. Et puis une semaine, c'est très peu, dans le fond, pour même si on arrive à quelque part, on n'est pas déjà arrivé, puis c'est très peu pour récupérer, pour se retrouver. Là, je pense qu'elle a vraiment pris les moyens. Et puis, c'est une amélioration partout dans son cas. Avant, elle avait de la difficulté à conclure. Là, c'est magistral. Elle utilise sa sensibilité. Oui. Elle utilise sa sensibilité et c'est son image, ses images, son son, son commentaire, tout est très beau. Combien? 19. 19. Oui, moi, j'ai toujours trouvé que Sophia, j'ai moins aimé ses autres films, ça, c'est son meilleur. Mais quand on la voyait, quand elle nous parle, ce bout-là, c'est toujours le meilleur bout. Puis là, c'est comme ça pendant tout le film. Elle nous rejoint complètement. Le texte est magnifique. Oui. La musique est complètement en harmonie avec ses états d'âme. Il y a une distance par rapport aux images qui nous montrent. Elle dit l'errance aussi bien que Wim Wenders. Pour une fois, elle s'est mise dans son film, elle fait partager ses émotions, sa lassitude. J'ai trouvé qu'elle avait fait ça vraiment très, très bien. C'est un très beau film. 19. Moi, j'aimerais qu'elle travaille comme ça parce qu'on en redemande d'elle, de sa personne. Ben, on va lui dire. La prochaine fois qu'elle appelle, on lui dit. 58 pour Sofia Borovchik de Rio à Erimo. Au tour de Marc Forgette maintenant. Il a terminé son périple africain, il a passé quelques jours à Paris, le temps de mettre de l'ordre dans ses papiers. Il a l'intention de se rendre en Irlande avec le ferry à partir de la Normandie. Mais entre l'Afrique et l'Europe, il nous propose une escale en Nouvelle-Angleterre. C'est un sujet qu'il a lui aussi tourné l'été dernier pour les sélections. Les gens sont fort sympathiques, sauf aux douanes. Plage splendide, bonjour à toute la famille. Imaginez-vous, il est 10 heures, vous débarquez de l'autobus, vous avez faim, vous avez seulement de l'argent canadien, toutes les banques sont fermées. Là, vous faites aborder par 3 quêteux, 2 vendeurs de drogue, puis un transsexuel qui voudrait bien vous vendre son corps. Il prend American Express. Non mais, c'est-tu malade? Ils sont fous. Fou. Nouvelle-Angleterre, pays sans racines. Je débarque. Je n'avais pas lu beaucoup de Stephen King, ni de Lovecraft. Pourtant, j'arrivais avec la ferme intention d'avoir peur.
Je m'approche. Écoutant mon courage, je vais tirer la chevillette de sa modeste chaumière. Son emploi du temps est complet pour les 6 prochains mois, m'avait pourtant prévenu son agent new-yorkais. Elle m'ouvrait elle-même la porte. À la considérer, elle a dû tomber dans le chaudron quand elle était petite. Ample robe noire, voix caverneuse, teint cadavérique de circonstance. Elle est parfaite. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, strips my old conscience bare, it's witchcraft. There are 2,400 witches approximately in Salem, Massachusetts today. There are 9 million approximately in the United States and many, many more around the world. Situé à 5000 milles de l'Amazone, mais seulement à un jet de balai de Boston, ce gentil bled de la côte Est est, bien sûr, la patrie des sorcières bien-aimées. Petite leçon d'histoire. Hiver 1692. 200 personnes sont accusées d'avoir négocié avec le diable. Le puritanisme double épaisseur régnant à l'époque, les soi-disant déviants de la loi de Dieu furent jugés. De ce nombre, 20 furent exécutés. L'hystérie de ces fameuses chasses aux sorcières demeure une tache dans l'histoire du Massachusetts. La ville regorge de musées consacrés à ces carabos autrefois. Pourtant, celle d'aujourd'hui ne manque pas de pittoresque. Laurie Cabot est la sorcière officielle de Salem, désignée par l'ex-gouverneur du Caquis lui-même. Si. Êtes-vous une vraie sorcière? Oui, grince-t-elle. Le diable, non. Elle n'a pas eu l'honneur. Elle ne fait que le bien. La sorcellerie est une religion dictée par les forces naturelles de la terre, me dit-elle. Ah bon, que moi je lui dis. Elle me prie de l'excuser pour se refaire une beauté. Cheveux à ébouriffer, pâleur mortelle pour le visage. L'affaire d'une petite minute. The city of Salem has no problem with witchcraft as far as the police are concerned. Pete Garrett, shérif de Salem devant l'Éternel, me certifie chiffre à l'appui que si être sorcière est un métier, Salem est la ville au monde où le balai rapporte le plus d'argent. Madame Cabot et ses consoeurs sont inscrites au registre du commerce et on retrouve leur image sur les taxis, les journaux et les voitures de police. Je dois quitter le cœur gros, le portefeuille maigre et des ampoules aux pieds. Laurie m'aidera à trouver les racines du pays sans racines. Elle me l'a juré. Merry meet, merry part, and merry meet again, blessed be. Allez, au revoir, Nouvelle-Angleterre. J'avoue, j'ai pas trop compris ta sorcellerie. Et pour la peur, il restera toujours le Nebraska. Alors, je vous demande vos notes tout d'abord, Christiane. 18. 18, Daniel. 16. 16 et Marc. 17. 17. Christiane, on t'écoute. Ah oui, j'ai trouvé très, très spirituel. Bon, d'abord, le choix de son sujet, je le trouve excellent. J'ai trouvé qu'il mettait beaucoup d'humour. Sa présentation, c'est vraiment un performeur. La référence à l'histoire, il fait le lien avec l'histoire, il nous ramène aux anciennes sorcières de Salem, donc on comprend bien. Très intelligent l'usage qu'il fait du policier. Oui. Et c'est rare qu'on nous divertit. Je trouve qu'il voulait nous divertir et qu'il l'a fait très intelligemment, encore une fois, en donnant sa marque au film comme il le fait toujours. Parfait. Daniel? Moi, j'ai trouvé ça un peu... J'ai bien souri, ça m'a amusé, mais j'ai trouvé ça un peu vide. Il nous lance, en tout cas moi, sur des pistes, comme par exemple la Nouvelle-Angleterre, pays sans racines. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Il conclut d'ailleurs en disant peut-être que les racines sont quelque part, ou peut-être que je comprendrai un jour. Je ne comprends pas très bien. C'est vrai que c'est amusant, c'est bien fait. On rit des flics, ça amuse Christiane, et moi aussi d'ailleurs. Mais 16. Et le moins qu'on peut se dire, c'est que cette semaine, on se fait promener d'un bout à l'autre. Hein. Tantôt avec Sophia, là, ici. Mais là, c'est un peu plus... c'est très rigolo. Mais l'information est là, le récit est là. Moi, sur le sujet, j'ai des petites réserves, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est quand même, je pense, connu, mais en même temps, il nous le fait revisiter, ce sujet-là, à sa façon. Et puis, ouais, c'est ça. Bon, alors, un total de 51 pour Bon baiser de Salem et de Marc Forgette. Gérald est dans le Pacifique Sud, il va très bien. Il a quitté Tahiti pour la Nouvelle-Zélande, mais il nous présente aujourd'hui un sujet tourné il y a 3 semaines au Pérou.
Les cultes des anciens Péruviens n'ont pas nécessairement disparu suite à la conquête espagnole. Ils ont su se déguiser, se cacher, se transformer. Certaines personnes ont su garder les secrets les plus intimes des Andes, à tel point que se répètent encore aujourd'hui des rituels semblables à ceux qui se déroulaient il y a 500 ans. L'un de ces rites consiste à faire une offrande à la terre afin de la remercier pour tout ce qu'elle donne. Tes commentaires. Ben, Gérald, au départ, c'était celui qui avait l'expérience du médium, qui avait travaillé en télévision déjà, qui avait déjà une expérience de ça, qui avait organisé beaucoup sa course. Ça, on le sait déjà, il l'a montré, mais maintenant, il faudrait qu'il réussisse à montrer, à développer un contenu. Parce que là, ça demeure contemplatif, admiratif, mais en même temps, moi, j'embarque pas dans cette... étant donné que nos références ne sont pas les mêmes, je ne peux pas contempler si facilement, comme la plupart des gens. Je pense que ça aurait nécessité... Si le sujet en valait la peine, encore faut-il savoir si ça valait la peine, ça aurait nécessité beaucoup plus de développement. Oui, c'est ça. Daniel. Ben, je ne sais pas très bien quel est le sujet. Ça fait un peu comme si on feuillette chez le dentiste, le National Geographic. Les images sont assez belles. La musique, évidemment, le moins qu'on puisse dire, est appropriée. Elle tient même du cliché. Mais il y a un empêchement de rencontre qui me semble un peu troublant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, ça me rappelle un proverbe africain qui dit « On ne trouve que ce que l'on cherche ». J'ai l'impression qu'il l'a trouvé sans chercher. Bon. Moi, je trouve que si on compare aux autres films qu'on voit dans la course, c'est pas à la hauteur. Ça n'offre pas de prise comme film. On ne connaît pas son point de vue. Il n'y a pas de diversité d'images. Il n'y a pas de diversité de point de vue. C'est linéaire. C'est unidimensionnel dans les images, dans la musique. Non, j'ai trouvé ça assez faible. La note. Oui. La note, 13. 13. Marc. 13. 13. 13. 13. 39 pour Gracias a la Tierra de Gérald Gilbert. Et il y avait autre chose sur la cassette de Gérald cette semaine. À Lima, Pérou, on fait des connaissances. Des gens qui ont déjà fait la course. Alan Queen. Enlève tes lunettes, Alan. Dis bonjour. Salut. Alors, Alan, comment vit-on l'après-course? Bien, le retour de la course, pour moi, c'est intéressant. Après, le bonheur de revenir à Montréal, ça a été le désir de continuer à travailler en audiovisuel, faire des documentaires, et le désir de retourner dans le tiers-monde. Ça fait que maintenant, je travaille au Pérou, en vidéo, en développement international. Et puis, je suis heureux. Je suis ici, j'accueille Gérald Gilbert, lui aidant de trouver son sujet. Et puis, je suis ici avec ma femme Roxana. Alors, salut à tout le monde au Québec. À la course, on ne court pas que pour l'honneur, il y a aussi des prix. Un contrat d'1 an en réalisation à l'ONF. Un stage rémunéré d'1 an à la télévision de Radio-Canada, soit en réalisation ou en journalisme. 5 000 $ offerts par la Société Radio-Canada et un stage en montage vidéo chez Bellevue Pâté d'une valeur de 5 000 $. Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000. Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 $. Prix de l'UNESCO d'une valeur de 3 000 $. Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 $. Prix du public du Journal de la Presse d'une valeur de 2 000 $. Mais tu connais ça, le Chili?
Carmen, il doit y avoir quelque chose de drôle à Santiago. Trouve-moi un sujet. C'est quelque chose de le fun, d'un peu léger. La semaine dernière, Marie-Claude était en prison en Bolivie. Cette semaine, elle est à Santiago, au Chili. Elle habite chez Carmen, une Chilienne qui a vécu 16 ans au Québec avant de retourner dans son pays. Marie-Claude est très heureuse de ses notes, à vos souhaits, Christiane, mais elle ne veut rien savoir du classement, trop stressant, dit-elle. Pour le Chili, elle a 2 sujets en tête. Le deuxième est pour la semaine prochaine, alors on regarde le premier. Tu connais ça, Santiago, Carmen? Il doit y avoir quelque chose de le fun, c'est quelque chose de léger à faire. Au mois de septembre? Oui. C'est mois de septembre ici, c'est assez difficile là, parce que je te dirais qu'on a des souvenirs trop mal digérés. Mais c'est le printemps quand même, c'est gai, c'est joyeux. Ça oui, au moins il fait beau. Au moins il fait beau. Oui, c'est vrai. Petit homme, comme tu es fier de ton linge plus blanc que blanc, de ton uniforme et de ton obéissance. Ils défilent fièrement, ils sont le passé et se croient le futur, et pour certains, ils sont la clé de l'avenir. Nosotros necesitamos una certeza de que estemos, además, ¿por qué si lo hicieron desaparecer? Si lo torturaron, si lo mataron, ¿por qué niegan sus restos? Au pouvoir après le coup d'État de 1973, Pinochet fait disparaître plusieurs centaines de personnes. Après 17 ans d'absence et une commission d'enquête, les familles des disparus ont perdu espoir de retrouver leurs proches vivants. Maintenant, ils veulent la paix, et pour trouver la paix, il faut creuser. Es importante encontrar los restos para poderlos sepultar y tener yo donde ir a dejar una flor y ir a estar con él. Saber dónde está, saber que está en un pedacito de tierra, pero está ahí. Les militaires ne tuent plus, mais ils sont toujours puissants et très muets. Après avoir tué les corps, ils volent le deuil, en ne révélant pas où sont enterrées les victimes. Un regroupement religieux a réussi à trouver une fosse commune et les familles attendent. Les os de chaque squelette qui ont été enterrés depuis longtemps renferment la vérité que recherche une famille. Le nombre de balles, la nature et la fréquence de la torture, la date approximative de la mort. C'est à se demander à quoi peut bien servir les cauchemars que ces détails macabres vont créer. On ne peut pas être en paix sinon si tu ne sais pas où tu peux trouver la personne qui a disparu. Sinon, le doute reste toujours où est mon fils, où est mon mari, où est mon épouse. En attendant de savoir si leur proche est retrouvé, les membres des familles répondent aux journalistes qui ne se préoccupent de la question que lorsque l'odeur de cadavres et la vue des larmes les attirent. Elles réclament la justice, mais elle ne vient pas. Pinochet a déclaré l'amnistie générale. O los nietos posteriores también. Elle implore plus jamais, mais c'est ce qu'on a dit après la Première Guerre mondiale, après Auschwitz, après le Vietnam, et c'est ce qu'on ne dit plus. Elles ont besoin de quelques os, d'un vêtement pourri et de la vérité pour trouver la paix et laisser une fleur ailleurs que sur une clôture. Où sont-ils? Primero queremos saber dónde están y después veamos lo demás o conversemos lo otro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Significa eso, que es esperanza. Parce qu'il y a des gens qui sont très contents parce qu'ils trouvent le reste de leur famille, mais aussi il y a des gens qui croient qu'avec ça, on met le doigt dans la plaie. Mais aussi, tu sais qu'il faut connaître les plaies pour être guéri. Non, c'est pas joli les plaies, ça fait mal. Et la guérison est enfouie dans le sol, quelque part, comme un trésor.
Alors, premières impressions, Christiane? Oui, elle choisit un sujet, elle le développe avec beaucoup d'intelligence, d'efficacité. Son commentaire est sobre, efficace, intelligent. C'est du bon journalisme. Le prêtre aussi qui explique, bon, on voit tous ces gens-là avec leurs émotions. Là, il y a le prêtre qui l'explique, ça nous aide beaucoup. Et il y a des images vraiment très fortes, comme quand elle montre les squelettes, et puis que là, elle s'en va vers la main de celui qui est vivant, le squelette de celui qui est mort, le lien qui est entre les deux montré dans la chair. C'est fort. Daniel? Moi, ça me laisse un peu le souffle coupé parce que j'ai déjà vécu ce genre de choses où on déterre les cadavres. C'était au Salvador et ça me laisse troublé au point où j'ai un peu de difficulté à réfléchir là-dessus. Sinon, pour dire que c'est très émouvant et que ça rappelle le premier film qu'on a montré aujourd'hui où Sophie Lambert disait « Il faut toujours que le fantôme revienne et dise qu'est-ce qu'on a caché ». Et là, c'est encore ça. Et j'avoue que cette année, je suis particulièrement ému que les jeunes nous rappellent que le passé importe. C'est une chose qu'on oublie là où on dit qu'on se souvient. Marc? Oui, tu disais que c'était du bon journalisme. C'est du très bon journalisme, en fait. Moi, j'en vois rarement parce que c'est probablement le mariage le plus heureux entre la sensibilité et l'information, avec un sujet qui est vraiment très difficile. Qu'on connaît, mais qui nous intéresse quand même encore. Oui, c'est ça, mais il y a des choses nouvelles à dire là-dessus, il y a des choses à rappeler. Il y en a toujours à dire, il y aura des dictatures. Combien? 18. 18. Christiane? 18. 18. Moi aussi. Vous ne ferez pas taire les gens, vous, là. 54 pour Quelque part un trésor de Marie-Claude Harvey. Attention, dans le journal La Presse d'aujourd'hui, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Facsimilé accepté, pas de photocopie. En répondant correctement à la question, vous pourriez gagner chaque semaine un certificat cadeau de 150 $ offert par Ulysse, la librairie du voyage. En plus, vous recevrez le livre de la course publié aux éditions Saint-Martin. C'est pas fini. Lors de la dernière émission, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus. 2 personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France à la découverte des mystères de l'Inde du Nord et du fabuleux Kenya. Il s'agit d'un prix de 16 350 $, une gracieuseté d'Air France et du Club Aventure. Bon voyage. En réponse à la question de la semaine dernière, il fallait nous dire 3 femmes. Le sultan a 3 femmes. Voici le nom de la personne gagnante. Maintenant, cette semaine, nous vous demandons, la fête nationale au Chili a lieu au mois de... Le coup d'État et l'assassinat d'Allende ont eu lieu également au mois de... Alors, de quel mois s'agit-il? On avait l'habitude de recevoir une moyenne de 900 coupons par émission. La semaine dernière, nous en avons reçu 1400. Alors, merci de participer en si grand nombre et puis continuez. Un petit coup d'œil maintenant au pointage pour la semaine. On remarque que c'est Sofia Borovchik qui a obtenu la plus haute note, 58 points pour De Rio à Erimo, suivi de très près par Sophie Lambert, un sujet tourné à Saint-Pétersbourg, 57 points. Ensuite, Marie-Claude Harvey avec son sujet tourné au Chili, 54 points. Bon baiser de Salem de Marc Forgette, 51 points. 50 points pour Vision XYZ de Louis Perpignan-Huard et 39 pour Gracias a la Tierra de Gérald Gilbert. Reporté au classement général, voici ce que ça donne. On remarque que les filles occupent toujours le haut du classement. En première position, eh bien, c'est Marie-Claude Harvey, 87,7 de moyenne, c'est très très fort, suivi de Sophie Lambert en deuxième avec 83,7. En troisième position, toujours dans les 80 et plus, 81,7 pour Marc Forgette. Et là, on descend à 75,7. Quatrième position pour Louis Perpignan-Huard, 75 pour Sofia Borovchik. En sixième, on retrouve Jennifer Aline qui est en relâche cette semaine à 74,6. En septième, Jacques Blondin à 70,8. Et finalement, en huitième position, Gérald Gilbert à 67%. Jennifer Aline a quitté ses papous pour une île de rêve, Bali. Elle s'y repose quelques jours avant de s'attaquer à une autre île, Bornéo. C'est en Indonésie, une région encore très reculée par rapport aux grands axes de développement. Bali, c'est un paradis pour les gens qui aimeraient se retrouver au temps des colonies. C'est comme au 19e siècle. Mais même en une semaine de relâche, j'ai pas eu le temps d'aller me tremper les pieds dans la mer. J'ai pu finir un film la semaine dernière et me péter la gueule plusieurs fois en mobilette. Je me suis laissée séduire par le charme des animaux.
Tabarnak, he bit me. I didn't touch. Ah, he bit me. Et j'ai attendu le rayon vert. Ça peut être dangereux, la course. Jacques Blondin aussi est en relâche. Et vous savez, selon l'endroit où il se trouve, les candidats sont souvent très conscients du contexte politique et du sort qui est réservé à certaines personnes. C'est ce dont nous parle Jacques cette semaine. La course permet des rencontres extraordinaires et souvent magiques, mais il y a des gens qu'on ne pourra jamais rencontrer parce que sont emprisonnés ou sont en résidence surveillée, ce qui revient pas mal au même. En Birmanie, et puis je parle de ce pays-là parce que j'en arrive, Amnesty International en dénombre 1 millier dans les prisons qui ont été arrêtés pour leur opinion. Et puis là, je parle pas de torture, mais vous pouvez toujours faire une idée. Cette semaine, nous avons demandé à un journaliste du magazine Enjeu, à Radio-Canada, de nous faire part de ses commentaires. Alors, on écoute Patrice Roy. Sans parler de l'ironie de Marc Forget, que je trouve toujours efficace et aussi drôle, Les Sorcières de Salem, c'était tout à fait réussi, et de la naïveté de Gérald Gilbert, qui, moi, en tout cas, me laisse perplexe. Il y a 3 films cette semaine qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est Le Chili de Marie-Claude Harvey, un sujet qui, pour certains, a été trop fait. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que ces sujets-là, on les fait jamais assez. Et elle a une qualité qui est remarquable. Elle est généreuse avec les gens et ça paraît dans ses reportages. Un style plus journalistique. Et en passant, je trouve que les juges sont trop sévères avec ce style-là. Ça fait partie de la course, faire des reportages. Et c'est un doux mélange entre des films de fiction et des reportages. Tant mieux si elle le fait, et elle le fait bien. Le Leningrad de Sophie Lambert réussit surtout par son texte, mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'images de la ville. Et ça, c'est un commentaire que je ferais pour à peu près tous les films qu'on voit. On a l'impression que souvent les concurrents ont peur de nous montrer ce qu'ils voient. Or, ils sont là justement pour ça, essentiellement en tout cas. En terminant, un bijou, le film de Sofia Borovchik, un film sur les choses que l'on attend, qu'on espère et qui n'arrivent pas. Elle a eu le courage de faire un film sur ce sujet-là. Je pense que c'est très réussi. Et en terminant, bonne course à tous les concurrents. Je vous remercie de prendre le temps de nous écrire. Sachez que l'on tient toujours compte de vos commentaires et remarques. Je salue plus particulièrement les nombreux Québécois installés un peu partout à travers le monde qui nous offrent l'hospitalité pour nos candidats. C'est la première fois qu'on reçoit autant d'offres. C'est donc la preuve que la course fait sa marque. Si vous voulez nous écrire, voici l'adresse. La course Destination Monde, Radio-Canada, casier postal 90-80, succursale A, Montréal, H3C3P3. En terminant vite fait, messieurs, dames les jurés. Ah, quel bon cru. C'est bon, cette semaine? C'est une très belle semaine, vraiment très, très stimulant pour nous, des bons films. C'est facile d'être juge, on a hâte d'avoir la suite. Bravo, la suite, eh bien, la semaine prochaine, Jennifer Aline est à Bornéo, en Indonésie, Gérald Gilbert en Papouasie, Nouvelle-Guinée, Louis Perpignan-Huard au Ladakh, en Inde, Marie-Claude Harvey à Santiago, au Chili, Jacques Blondin est au sud de Bombay et Sophie Lambert à Sofia, en Bulgarie. N'oubliez pas la question, la fête nationale du Chili a lieu au mois de... Alors pensez-y qu'on se retrouve la semaine prochaine.